et bienvenue sur Arte de Mozart, de libertinage, de justice, de cet univers et de morale. Bonsoir et bienvenue sur Arte. Nous sommes en direct d'Aix-en-Provence pour le Festival de musique, en direct du théâtre de l'Archevêché pour les Noces de Figaro de Mozart, mise en scène Richard Brunel et Jérémy Rohrer à la tête du Cercle de l'Harmonie et du Chœur des Arts Florissants. Une très belle production. Et vous vous dites alors, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce fusil qui est là et ce taille-haie qui est assez lourd, je ne sais pas comment ils font. Et bien tout simplement, ça fait partie des accessoires que vous allez retrouver dans moins de 3 minutes sur la scène, dans la cour du théâtre de l'Archevêché. Alors ça va commencer tout de suite, je vais aller rendre ces accessoires aux chanteurs. Suivez-moi, à tout de suite. Et vous l'avez vu ici, de justice et de morale. Eh bien oui. Eh bien, me voilà, je suis dans le théâtre de l'Archevêché. J'ai couru, ça va vite. Rebonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Arte. Alors, dans moins de 3 minutes, vous allez assister, découvrir une production galvanisante des Noces de Figaro de Mozart, ici même, à Aix-en-Provence, avec la pétulante soprano française Patricia Petitbon, dans le rôle de Suzanne, qui est entourée d'un plateau vocal exceptionnel et international, au diapason de son brio, avec l'américain Kyle Kettelsen, qui chante un Figaro très complice. Alors vous allez assister à véritablement une folle journée faite de rebondissements qui, à l'époque de la création des noces à Vienne en 1786, avait provoqué un véritable scandale pour 2 raisons. Primo, pour ce vent de libertinage qui souffle sur l'ensemble des 11 personnages. Le mariage de Figaro a fait scandale pour 2 raisons. Un aspect qui est la veine libertine, érotique. Et puis, deuxièmement, pour cette remise en cause des privilèges de l'aristocratie. Le deuxième aspect, c'est l'aspect politique. Alors venons-en tout de suite à l'histoire. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Extrêmement simple. Figaro, qui est le valet du comte, est amoureux de Suzanne et il est là pour se marier avec elle. Suzanne, elle, est la servante de la comtesse. Sauf que les 2 jeunes amoureux vont devoir surmonter une montagne d'obstacles et détourner les plans du comte qui, bien que fraîchement marié, n'en est pas moins amoureux de qui? Eh bien, de Suzanne. Alors normalement, la scène se déroule dans un château au XVIIIe siècle, en Espagne, à l'époque de Mozart, mais la mise en scène de Richard Brunel est on ne peut plus inventive. Cercle de l'harmonie, extrêmement subtil, très délicat, sur instrument ancien. Mais la mise en scène de Richard Brunel est on ne peut plus inventive et nous emmène ailleurs, dans un tout autre univers. Par exemple, vous allez voir à la fin de la première partie, à la fin du 2e acte, eh bien, vous allez voir apparaître un 12e personnage qui est une sorte de baryton à 4 pattes, fidèle ami de l'homme. Je ne vous en dis pas plus. Comme le disait le metteur en scène Richard Brunel, qu'on retrouvera à l'entracte là-haut, alors il y a beaucoup de jeux, de divertissement, de libertinage, de moralité qui n'est pas également répartie selon les personnages, ça c'est à peu près clair. Alors en quelques mots, pour les téléspectateurs d'Arte, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre conception tout simplement de cette œuvre-là, de cet univers et de cette adaptation? Richard. Et c'est une conception qui part de l'idée que dans un monde, d'abord le mot justice est très présent dans le texte de Mozart et de Da Ponte, et donc l'univers de la justice était pour moi une chose importante. Ce comte et cette comtesse sont dans un moment de crise. Un enfant qui arrive peut tout à fait déstabiliser un couple. Eh bien oui. Imaginez donc que vous êtes derrière l'écran, derrière une caméra, que la caméra en vérité c'est vous. Mais vous voulez que le public soit en quelque sorte le réalisateur de ce qu'il est en train de voir et qu'il y ait une caméra un petit peu nomade, mobile, qui se balade, d'où cette idée peut-être des décors mobiles. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment un spectateur entre dans ce château, puisque c'est le mot qui est employé, mais là, bon, voilà, dans cette grande maison, et comment peu à peu on va de couloir en couloir, de pièce en pièce. Derrière une porte, il y a une autre pièce, on ouvre la porte, et puis le spectateur, comme la caméra, suit effectivement le mouvement du décor. Il y a beaucoup de mouvements et c'est presque comme dans un film. Comme si la caméra suivait le couple qui pénètre dans la maison, puis dans une pièce et dans une autre. Ici, c'est le public qui est le cadreur. Et le décor est en mouvement, actionné par les techniciens du plateau. J'aurais bien aimé voir ça de la salle.
où on se cache, comment on observe, qui est espionné, qui voit, qui ne voit pas. Voilà, il y a des contraintes dans le texte, il faut à la fois rendre ces contraintes et en même temps en jouer. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est comment cette maison, qui pouvait être extrêmement... on pouvait être à l'intérieur, un univers extrêmement clos, peu à peu s'ouvre, les murs se dilatent, et les repères se perdent. Et on arrive au 4e acte dans un espace totalement éclaté, où on ne sait plus qui est qui, puisqu'en plus la comtesse et Suzanne échangent leurs costumes, etc., etc. Les deux jeunes servants vont donc devoir redoubler de stratégie pour prendre le compte à son propre jeu de libertinage. De son côté, le jeune page Chérubin, en plein émoi adolescent, se retrouve au bon milieu de toutes les intrigues et va être utilisé malgré lui pour confondre et contrecarrer les plans du comte. La comtesse, quant à elle, est spectatrice des infidélités de son mari. Elle va pourtant prendre part au jeu en devenant la complice idéale de Suzanne. Tout le dispositif comique est alors en place pour attiser les soupçons du comte sur l'infidélité supposée de sa femme et, dans le même temps, l'encercler de manière à faire tomber le masque du mari exemplaire, qu'il n'est pas du tout. Avant de célébrer leurs noces, Suzanne et Figaro doivent donc en passer par cette folle journée et, quitte à jouer avec le feu. Le comte saura-t-il recouvrer la raison et se repentir? La comtesse saura-t-elle pardonner? La réponse dans le dénouement. Eh bien oui, tout ce méli-mélo est finalement orchestré, vous l'avez vu dans la première partie, par deux femmes que sont Suzanne et la comtesse, que vous allez voir tout de suite au début du 3e acte. Mais pourquoi font-elles cela? Bien tout simplement pour dénoncer les abus de pouvoir de la gente masculine. Et bien voilà tutti contenti saremo così questo giorno di tormenti. En gros, ça veut dire que cette folle journée ne pouvait pas se terminer autrement que dans la joie et l'allégresse. Le 12e personnage. Je pense que Patricia Petitbon, Suzanne, qui est donc fraîchement mariée, va venir chercher le metteur en scène Richard Brunel. Ah bah oui, bah c'est ça l'opéra, vous voyez, il y a même des gens qui font « ou » ici. It's not indecent. It's highly immoral, Majesty. Et vous l'avez vu ici, de justice et de morale. Yes, exactly. Maintenant, regardez bien.